C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous, rebonsoir pour les gens qui nous ont suivis lors de cette première partie. Hop, on vous fait gagner ce beau maillot, le maillot du Paris Saint-Germain, nouvelle saison, compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, tirage au sort à la fin de cette émission, peu avant les 12 coups de minuit. Une prime exceptionnelle pour les Bleus de Corignac, pour ou contre, si on vous pose la question, si c'est le sondage du soir, c'est que Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, en a parlé ce matin sur France Info. Débat dans quelques minutes. Petit tour de plateau avec le président du lundi, le président à vie, Didier Roustan. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Didier? Très bien. Voilà, toi, je suis connu. Non, ça va, Ah, ça va. on va pas y passer la nuit, ça va. Ah oui, bon. Ok, excusez-nous. Vincent Deluc, bonsoir. Ça va, Mémé, ça va, moi, vraiment. Ça va? Vous allez bien? Impeccable. Ah, tiens, le petit Adamounas a été épatant ce soir pour l'Algérie. Oui. Pour l'instant, l'Algérie mène 3-0. Et 3-0, c'est le score final d'ailleurs. Une passe d'ess, 2 buts. Combien de sélections, tiens, ce soir? C'était ça, combien de sélections? Je sais pas. 7 6 Septième, c'est la bonne réponse. Merci mon Vincent. Vous avez eu chaud, hein? C'est l'acteur studio. Voilà. C'est grotesque. Pas du tout. L'acteur studio qui nous dit ça, elle est encore dans le flou, c'est la tigresse de l'équipe du soir, Mélisande Gomez. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je suis impressionnée parce que oui, exactement. Bertrand Latour a pouffé sur les connaissances de Vincent Duc sur la sélection algérienne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors que quand il parle de vélo, je dis rien, moi. Bah oui. Non, et Bounedja, combien de sélections? Pardon. Ah, dites-nous alors. Et moi, je sais pas, je suis pas Vincent Deluc. Ah, vous savez pas, vous posez les questions sans savoir. J'ai 25 ans pour être à son niveau, donc c'est Vous êtes averti. Voilà. Déjà? Bon, en revanche, 25 ans, il est flatteur, donc on peut peut-être lui enlever, quoi. Non, on lui enlève pas. Rico Blanco de la Plata. 25 ans. Ah mince, on avait préparé un nouveau jingle pour vous. Les bronzés font du ski, vous me l'avez déjà. Non, c'est pas ça encore. On va découvrir le nouveau jingle un peu plus tard dans l'émission. C'était pas mal, non, on m'a dit que c'était bien. Ouais, les bronzés. Bah, les bronzés, oui, il faut Oui, du oui. ski, c'était pas mal. Ouais, c'était un bon film, en effet. Mes petits, Oui. nous allons commencer tout de suite. Héros insupportable, pourquoi s'en prendre ce soir au président de l'Olympique de Marseille? Conférence de presse aujourd'hui, du côté du centre Robert Ludafu, Jacques-André Roupard. Alors, le boss était là pour parler des belles choses, le nouveau sponsor maillot du club, mais pas pour parler d'autre chose. Et oui, l'actualité marseillaise, le mercato, la santé financière de son équipe et de son club. Extrait avec jeu de chat et la souris, des questions qui restent sans réponse. Regardez, ça dure 2 minutes. C'est plutôt gênant. Est-ce que vous pouvez nous faire un point assez précis, s'il vous plaît, sur cette situation financière compliquée de l'OM? Par respect pour notre invité du jour, je voudrais vraiment, si vous le voulez bien, qu'on reste sur le sujet du jour, mais ce sont des sujets importants, encore une fois, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, bien évidemment. Quand on discute avec les supporters de l'OM, ils sont au mieux inquiets, au pire très inquiets quant à la situation de l'OM. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les tenter de les rassurer? Je crois que c'est, encore une fois, comme vous l'avez compris, c'est pas le moment de parler de ça. Que pouvez-vous nous dire sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'Adil Arami actuellement? On parle d'Uber Eats, non? C'est le sujet. On peut parler d'autre chose ou c'est pas possible? Non, on parlera d'autre chose un peu plus tard. Même le staff, vous voulez pas nous présenter le staff de votre nouveau coach? Même le staff. Alexandre. Bonjour Jacques-Henri, bonjour. Puisque vous voulez pas parler du montant du contrat, puisque vous voulez pas parler de mercato, puisque vous voulez pas parler d'autre chose que de ça, vous pouvez quand même confirmer que le contrat est de 3 millions d'euros et pas de 3,5 millions comme vous le vouliez. Sinon ça sert à rien qu'on fasse une conférence de presse si personne ne veut parler de rien. Oh, mais vous revenez de vacances Je suis pas encore parti. avec une humeur badine, vous dites donc. Je vous invite à partir très vite en vacances parce que vous m'avez l'air sur les nerfs, non? Je dis tout haut ce que tout le monde pense ici tout bas. D'accord. Je veux juste nous expliquer à quoi sert la conférence de presse si vous pouvez pas communiquer un chiffre, si on peut pas poser de questions sur autre chose que Uber Eats. Vous avez vu la pratique de beaucoup de clubs et d'ailleurs d'autres entreprises, d'organisations quand elles annoncent ce type de partenariat. Il est rare qu'on voit le montant, en tout cas que les montants soient communiqués. En tout cas, les chiffres que vous avez mentionnés ne sont pas les bons chiffres. Jacques-Henri, le peuple marseillais a peur. Où en est-on de la prolongation de contrat de Bouba Camara? On aura l'occasion de reparler. Ça fait partie des sujets, décidément, il y en a beaucoup sur lesquels on va... Mais plus sérieusement, tu feras une conférence de presse ou pas sur ça? Parce que c'est vrai que si tu fais un truc chez quelqu'un d'autre qu'on peut pas relancer nous, tu vois... Peut-être que je le ferai avec l'équipe, alors. Moi, je t'y invite, mais ou pas. Mais c'est vrai qu'une conférence de presse, au moins, mérite que tout le monde... Enfin, bien sûr, mais encore une fois, c'était pas l'objet de
ce rendez-vous du jour. Stéphane. Excusez-moi, la question est revenue. Monsieur le Président, donc est-ce qu'il est possible d'envisager dans les semaines, les mois qui viennent, une entrée au capital d'un nouvel acteur pour lutter contre les grosses cylindrées, justement, un peu plus solides financièrement? Est-ce que c'est envisageable dans l'avenir? Ça n'est pas l'actualité et bon, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, non? Bon, on va faire une conférence de presse pour ne parler que du sponsor maillot. Jacques-Henri Hérault se moque-t-il du monde, mes petits? Oui, oui. Oui, évidemment. Évidemment. Jacques-Henri nous l'a dit, le président Hérault. Vous avez la pratique dans d'autres clubs. Finalement, on fait une conférence de presse pour valider de nouveaux sponsors et on ne parle pas d'autre chose. C'est en tout cas ce qu'il a essayé de nous dire. Mais je pense qu'on fait comme ça chez Justin Bridou, mais dans un grand club de foot, je crois pas. Non. Ok. Ah ouais. Mais non, mais on n'a jamais vu ça. Quoi. On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas un président de club qui pense pouvoir intéresser dans une conférence qui n'est même pas annoncée comme pour son sponsor, qui est la reprise, qui pense qu'il peut intéresser les gens à son contrat sans leur donner quelque chose en échange. Ouais. Mais ça n'arrive jamais. Sans même leur donner le montant du contrat. Mais rien. Avec la spéciale Jacques-Henri Hérault, il dit les chiffres sont faux et on lui dit mais quel est le bon chiffre? Je ne vous le dis pas. Les chiffres sont faux à Marseille, c'est normal. Salut les Marseillais. Cela étant, même si on est autour du chiffre, non mais là je passe du coca. Non. 3 ou 3,5, c'est faible pour une équipe comme Marseille, non? Par rapport aux standards actuels. Moi je trouve ça, c'est pas très vaillant. C'est bravé quoi. Ah, Paris c'est 60. Hein. Non mais globalement ce qui se fait. Non mais hors Paris, c'est juste pour le hors Paris c'est pas si mal. Hors Paris c'est pas 3,5. Je trouve ça pour un club comme Marseille. Non mais à titre de comparaison, j'ai pas le chiffre en tête à Lyon du sport maillot, du sponsor maillot. Mais le naming du stade rapporte 5 millions d'euros par an. C'est-à-dire que pour s'appeler Groupama Stadium, c'est 5 millions. C'est quand même pas énorme. Bon, dans le naming, mais quand même, un club comme Marseille, moi je trouve ça faible. Maintenant c'est peut-être 10, puisqu'il ne veut pas nous le dire. Les amis, est-ce une conférence de presse qui résume le décalage entre Jacques-Henri Hérault et sa fonction de président de l'OM? Un petit peu, oui. Un petit peu. Ouais. Mais depuis le début, le coup de la tisane sur l'un des premiers mercatos où ça s'agitait évidemment autour du recrutement de l'OM et qu'il avait conseillé à tout le monde de boire une tisane pour se détendre parce qu'on était trop agité sur les infos mercato. Bon, depuis, on lui ressort régulièrement, mais il y a une stratégie de communication qui est très difficile à lire. Très difficile à lire. Il n'avait pas l'air particulièrement tendu. Il s'est tenu à son discours sur Uber Eats pendant toute la conf. Il reprend l'entraînement. Les gens constatent l'absence d'Adil Rami, alors que les joueurs arrivent un par un à la commanderie. Tout le monde voit qu'Adil Rami n'est pas là. Il ne répond même pas à une question sur Adil Rami, qui est l'actualité un peu incontournable. Il a lancé cette procédure. Il est dirigeant du club. Il est président. Il a des journalistes en face de lui. Il peut juste prévoir de dire peut-être pas de tout dire, mais au moins de dire, voilà, il y a une procédure contre Adil pour telle raison. Enfin, même ça, il le dit pas. Mais après, à la limite, qu'il ait du mépris pour les journalistes éventuellement. Non, je suis même pas sûr que ce soit ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui renvoie. Enfin, c'est prendre les gens pour des cons. Tu les fais venir pour leur dire rien, même sur l'objet de la conférence de presse, c'est se moquer du monde. Il n'était pas méprisant, en plus. Bah non, mais pas méprisant. Tu dis aux gens de venir pour ne leur rien dire du tout. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il n'a pas bien compris, c'est qu'en vérité, à la fin du mois, les journalistes ils sont payés pareil. Le problème, c'est ce que tu envoies à tes supporters. Parce qu'à la limite, les gens qui sont payés pareil, qu'ils aient dit ou rien dit, ils feront un papier en disant on ne sait rien, et puis voilà. Mais le problème, c'est que les supporters qui sont inquiets, ils ont quand même quelques raisons de l'être, puisqu'on leur dit vous avez des joueurs vieillissants, on ne pourra pas les vendre, ceux qui sont bons, on va les vendre, et on n'achètera rien. Donc c'est quand même, les supporters sont un peu dans l'attente, soit peut-être pas qu'on les rassure, mais au moins qu'on leur dise quelque chose sur ce que va être la saison de l'OM, et ils ne disent rien. Et voilà, mais après il ne faudra pas s'étonner qu'au premier match début août, il y a des banderoles, il y a des trucs, et ils ont raison, puisqu'ils ont en face d'eux des gens qui les prennent pour des cons, les supporters, donc c'est insupportable. Bon. Eric, vous le comprenez, le chef d'entreprise, là ou... Chef d'entreprise, non, mais bon, c'est un mélange entre le mime Marceau et Jean Dujardin dans The Artist. Il parle quand même, mais il dit rien. Bon, moi, après, tu sais, quand tu l'entends, il n'est pas à la bonne place, mais depuis le début. Il a été parachuté, moi, à ma cour, comme je t'ai dit, il va terminer crooner à Broadway dans même pas un an. Non, mais ça peut pas être ça. Oui, mais ça peut pas durer. Ça peut être intéressant, cela. Non, mais l'histoire peut pas durer. Ouais. Je me demande comment il est encore en poste. Pour vous, c'est quoi? C'est le profil d'un directeur administratif? Pas d'un président de l'OM? Un vendeur de cravates ou d'aspirateur? Non, je plaisante. Je sais pas. Quand je dis ça, il a fait des hautes études.
Et il se protège. Il veut pas parler, il est bâillonné un peu, emprisonné, il donne rien, ça rime à rien. Enfin, c'est pas digne d'un grand club, c'est pas digne de l'OM. Tu peux parler d'Uber, du nouveau partenariat. En plus, tu donnes Uber, c'est quoi Uber, j'ai même pas l'application. Ça faisait cousin. Il y a Uber, voilà. C'est pas la même famille. Voilà. Et bon, c'est dommage, ça aurait été un bon mélange. Mais pour être plus sérieux, je sais plus qu'est-ce qu'on disait. En gros, tu l'aimes pas beaucoup, quoi. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'étais sur Uber. Je sais pas, je suis surpris que des gens comme ça, même s'ils ont fait des études, soient parachutés, prennent des postes, connaissent rien au football, parlent du e-football, parlent pas des problèmes que les supporters. Je sais pas. Je suis surpris, mais bon après, moi je suis McCourt, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi je suis d'accord avec l'homme dont la chemise et le bronzage sont un hommage à la fois à Jean-Pierre River et Hervé Renard. C'est vrai. On est dans l'image, les gars. On est dans l'image, mes petits. Vous voulez dire quoi? Simplement, vous moquez de Rico. Il y a 80 millions de dettes et encore 86. Ils sont pratiquement à 170. Et McCourt, il est comme ça sur le bateau. Son rôle de président, c'est de communiquer là-dessus aussi. Mais tous les présidents, à ce moment de la saison, au contraire, ils vont lâcher quelque chose stratégiquement pour noyer un peu le truc. Au contraire, pour envoyer un message. Ne soyez pas inquiets, les 80 millions, vous inquiétez pas, on est dessus, on travaille. Après, le problème, c'est qu'il n'a peut-être rien de rassurant à dire. Justement, c'était ça le problème. S'il n'y a pas de réponse, parce que ça n'arrive jamais aux dirigeants de mentir. Ça arrive jamais. Il aurait pu trouver quelque chose à dire, comme dit Vincent, pour un petit peu détourner les feux, pour rassurer. Voilà, il y a toujours quelque chose à dire qui soit pas alarmiste, forcément. Le fait de pas le faire, ça va juste crisper tout le monde. Ceci dit, là, c'est pas simple quand même. Parce que la situation que j'ai décrite, ça ressemble à ça quand même. 86 millions de dettes, c'est Mathieu Irrégulier qui nous l'informait la semaine dernière. Alors 86 millions de dettes, c'était avant le mois de juin, en espérant que l'OM fasse partir des joueurs avant le mois de juin pour l'exercice comptable. Ce qu'ils ont fait, évidemment. Non, mais là, ils se refont la cerise. Ils ont trouvé 11 millions avec Ocampos. Ça va régler leurs problèmes. Sérieusement, je veux dire quand même un champion du monde, là. Rami. On va en parler dans quelques minutes. Oui, tu peux quand même en parler. Imagine dans un club, tu vires un mec champion du monde, même s'il n'a jamais joué. Non, mais il n'est pas viré encore. Bah si, c'est fait. Maintenant, éventuellement la procédure est en cours, mais fait non. Vous croyez qu'ils vont le garder? J'en sais rien, mais là on peut pas dire. Là, il est toujours joueur de l'OM, il est à l'écart, mais dans les entreprises, il y a des procédures qui sont parties dont tu peux pas parler tant que c'est pas fini. Ouais, mais enfin ils font la manche. Tu les as lancés puisque ça a fuité déjà. Non, mais c'est terminé. Soyons pas hypocrites, Rami. Bon, mes petits, on va vous parler du cas Adil Rami dans quelques minutes. Là encore, il y aura une deuxième manche avec l'Olympique de Marseille. La situation nous inquiète au plus haut point. D'ailleurs, le président n'en a pas parlé car il est très inquiet. Merci. Que dire enfin, tout a été dit. Il est manifestement psychorigide et pas à sa place. C'est un miracle qu'il soit encore là, quoi, qu'il n'ait pas explosé en plein vol. Non, mais c'est vrai. Il est raide. Ça aurait été dommage que tu dises rien. Non, voilà. Et là-bas, tu as l'impression, en plus, quand il répond. Je sais pas, tu dis effectivement qu'il se fout de la gueule. Moi, il fait un peu ravi de la crèche, quoi. Tu penses qu'il fait pas exprès, toi? Oula. Je trouve qu'il fait un petit peu ravi quand même. Et ce qui est quand même terrible, c'est qu'il a vécu pendant un an là-bas sur place, il s'est tapé les banderoles. Au départ, tu peux dire, je croyais pas que c'était un environnement aussi spécial, c'est vrai. Bon, mais la force de n'importe qui et d'un dirigeant comme ça de haut vol, c'est de s'adapter. Tu vois? Et là, il bouge pas d'un pouce. Comment ça va finir? Pour l'instant, on est vers la catastrophe. Je veux dire, et voilà quoi. Bon, donc lui, c'est le Titanic, tu vois. Il dit il continue à jouer. Franchement, ça aurait été dommage. Qu'ajouter de plus? Là, que dire de plus sur les sujets? Si vous avez rien à dire, vous allez commencer, mon gars. Mais non, moi je suis gentil, tu vois. Non, très bien. Et avec des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Qu'ajouter de plus? Je veux pas m'acharner, peu cher. Bien sûr. Je crois que vous avez jeté un voile pudique sur Jacques Henry. Voilà, je préfère rester soft. Prime pour les Bleus. Point d'interrogation. Les Bleus éliminés de la Coupe du Monde vendredi soir par les États-Unis. Marlène Schiappa était ce matin sur France Info. Elle relance l'idée de l'égalité des primes entre les joueurs et les joueuses de l'équipe de France. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes souhaiterait que Noël Le Graët, le président de la Fédé, donc
patron des joueuses de l'équipe de France, fasse un geste. C'est le journaliste Marc Fauvel de France Info qui lui pose la question suivante. Les Bleus ont-elles fait progresser la parité homme-femme durant ce mondial? On écoute Marlène Schiappa. Oui, bien sûr, je le crois. Je pense que ça passe beaucoup par des rôles modèles. C'est un combat culturel et le fait de montrer des femmes vaillantes qui gagnent parce qu'elles ont gagné beaucoup de matchs jusqu'à arriver face aux États-Unis, c'est quelque chose de très positif. Montrer qu'elles ont aussi une technicité importante, c'est aussi positif. Et je crois que la meilleure réponse, ce sont les audiences et c'est l'engouement qu'on a pu connaître dans le pays vis-à-vis de cela. Donc à cet égard, je tire mon chapeau aux Bleus avec un E à la fin. Vous les recevrez? Oui, j'aimerais beaucoup, oui. Et l'écart se creuse entre les primes versées aux joueurs et aux joueuses, les primes versées par la FIFA, plus de 10 fois plus pour les joueurs l'année dernière à la Coupe du Monde en Russie que pour les joueuses cette année. Qu'est-ce qu'il faut y faire? Est-ce que la Fédération française, elle doit verser exactement les mêmes primes aux joueuses et aux joueurs? On a là un équilibre économique qui est de base est différent. Et pour avoir un cercle économique, un cercle vertueux de l'économie, ça fait plusieurs années maintenant que nous nous mobilisons. Nous avons commencé avec Laura Flessel et continué avec Roxana Maracineanu et l'ensemble des parties prenantes pour justement créer un cercle vertueux économique pour le football féminin. Ça veut dire des beaux stades, des belles équipes, des beaux centres de formation pour avoir des joueuses performantes à recruter dans les équipes, une diffusion en télévision et des audiences. Là, je crois que tout ça a été au rendez-vous. Donc effectivement, il serait naturel et normal d'augmenter maintenant les rémunérations des joueuses. Oui. Le patron de la fédération a exclu de le faire hier. C'est dommage. C'est le message que vous lui transmettez ce matin? Bien sûr, parce que je crois qu'on ne peut pas dire d'un côté, il faut qu'il y ait d'abord des beaux stades, des beaux jeux, des belles audiences, etc. Ça, on les a, les audiences, et ensuite, quand on a des audiences, donc des financements conséquents et sans doute des sponsors qui vont également se manifester, dire qu'on est au statu quo. Donc je pense qu'effectivement, on pourrait être amené à reconsidérer cette position. Voilà, faut-il une prime exceptionnelle pour les Bleus de Corinne Diacre? Car les audiences sont au rendez-vous. Oui, pourquoi? Non, je pense que, vu qu'en plus elles ont été mises en quart de finale, et que les hommes ont été champions, je pense qu'elles devraient gagner encore plus d'ailleurs que les hommes, vu qu'elles n'ont pas rempli leurs objectifs. Je pense qu'elles devraient gagner encore plus pour faire plaisir à ces gens comme les Marlène garçons, Schiappa. ils n'ont pas joué contre les États-unis. C'est vrai. Et ouais, alors ils ont joué que des pipes, eux c'était. Mais là, elles ont joué aux États-Unis avec équipe imbattable. Donc, vu qu'elles ont perdu, pour leur dire bravo de ne pas avoir été en finale, elles devraient gagner encore plus. Mais franchement, non mais. Je ne vais pas en dire plus. Vous en avez dit trop. Décidément, tous ceux qui veulent regagner, qu'est-ce qu'ils leur mettent? Non mais sans déconner. Mais il y a quand même un point de débat que je trouve qu'on peut entendre. Écoutez Vincent. C'est-à-dire que concrètement, la FIFA donne 10 fois plus aux sélections participantes à la Coupe du Monde masculine qu'aux nations participantes à la Coupe du Monde féminine. La Fédération française de foot a décidé, dans les deux cas, de redistribuer 30% de ses revenus aux joueuses. Là où peut y avoir débat, c'est que dans l'esprit, donner 30% aux gars, franchement, ça choque personne. Ils ont des tels revenus pendant l'année qu'ils n'ont pas besoin de ça. D'ailleurs, ils les redistribuent en général à des œuvres, à des fondations, etc. Dans la réalité, ces filles-là, il y en a beaucoup qui gagnent moins de 5 000 € par mois. Il y en a aussi qui en gagnent 25. Les primes, oui, 25. Il y a combien de mecs qui gagnent 25 en équipe de France? D'accord, bon, je veux bien, mais il y a des gens qui remplissent des stades. Laisse-moi juste finir cet argument. Cet argument. Vous n'êtes pas d'accord, mais écoutez l'argument. Moi, je demande sûrement pas la parité, c'est complètement ridicule. C'est un combat complètement stupide. Mais par exemple, aux États-Unis, les Américaines, elles ont obtenu de leur fédération que leur fédération leur verse 100% de ce que reverse la FIFA. Parce qu'elle crée des richesses à l'échelle américaine. Donc je dis juste que pas leur donner 100%. Et en plus, elles n'ont pas atteint l'objectif. Mais dans le principe, je trouve que effectivement, peut-être que la Fédé aurait pu dire, compte tenu de ça, on va redistribuer 50 ou 60% du total. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Ok. Qu'en pensez-vous? Non, mais bon, c'est un discours politique. Elle intervient pour la cause des femmes. C'est dans l'air du temps. Et en plus, il faut que les femmes, je dirais, récupèrent le delta dans tous les métiers. Moi, je suis pour. Maintenant, c'est une compétition qui génère de l'argent. Les filles ont moins de sponsoring. Il y a moins d'argent qui rentre. On a défini les primes avant la compétition, c'est pas parce que, en plus elles se sont fait éliminer qu'on vient taper à la porte du président. Ça a été entériné. Maintenant, il faut souhaiter quand même que ces filles, et est-ce que le football français, le football des clubs va pouvoir se structurer, investir, s'il n'y a pas l'aide et la manne financière des hommes, de ce qui vient, ils n'y arriveront pas. Donc il est clair aujourd'hui que le football féminin passe par une volonté politique de la fédération et c'est par une volonté économique des clubs.
Comme tu viens de le dire, ça passe par les hommes. Voilà, il a mais en investi. Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, c'est Chelsea. En Angleterre, c'est Chelsea, c'est Arsenal. Oui, mais ce que je veux te dire, oui, mais Olas, il investit au départ sur l'argent des hommes. Quand il a démarré, mais c'est un choix politique qu'il fait. Là, c'est que de la démagogie de dire ça. C'est de la démagogie ce qu'elle fait, Marlène Schiappa, et c'est un peu fatigant. Donc, vu que c'est des filles, ok, c'est ce que dit Bertrand, il fallait qu'elles arrivent dans les 3 premiers, mais vu que c'est des filles, elles sont sympas, elles courent et tout, elles ont même de la technique. C'est génial, elles arrivent à jouer au foot. Super, alors, non, et de la technicité. Alors, on va leur donner une prime parce que, ouais, elles ont quand même couru à 11 sur un terrain, mais c'est quoi? Si on veut être traité, si les femmes veulent être traitées comme les hommes, t'as une prime si t'arrives dans les 3 premiers, si t'es 4e, t'as pas de prime. Mais moi, je suis d'accord là-dessus. On parlait juste de la redistribution. Après, ça n'a aucun sens de comparer le foot masculin avec n'importe quel autre. Mais moi, je te compare au foot féminin américain, je te compare. Ouais, mais c'est parce que les Américains le font. Mais la fédération américaine, elle gagne combien d'argent grâce à ses filles? La fédération française, jusqu'à il y a 2 ans, elle était déficitaire sur le foot féminin. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'est la Fédé qui payait pour le foot féminin sans rapporter d'argent. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est son rôle. Depuis 1 an, ils sont à l'équilibre et l'équipe de France féminine rapporte un peu d'argent. Donc c'est normal que ce soit redistribué à hauteur de 30%. Mais la Fédé, ils ne sont pas là, mais c'est au club de lancer le mouvement. Moi je trouve que rétroactivement, en plus c'est vraiment purement un débat théorique, puisque de toute façon, elles n'ont pas obtenu le résultat qui leur permettent d'avoir ces primes. On est d'accord. Ouais. Mais je trouve que rétroactivement, par rapport à la politique volontariste qu'a la Fédé d'ailleurs dans le reste du temps, parce qu'elle dit 30% pour les hommes, donc 30% pour les filles, mais au jour le jour, elle oblige les clubs, par exemple, à avoir une section féminine. Donc en fait, l'égalité, elle ne tombe pas du ciel. Non, mais la fédération l'organise aussi. J'ai 2 questions à vous poser. Marlène Schiappa, elle est secrétaire d'État à égalité femmes-hommes. Est-ce qu'elle sert finalement de ces bleus pour faire avancer sa cause? Bien sûr, la cause de l'inégalité. Elle ne fait rien avancer du tout. Est-ce que c'est un bon levier? Le problème de la société, c'est pas les joueuses de foot. Le problème de la société française, c'est qu'effectivement, à poste égal et à compétence égale, il y a un vrai delta entre les deux, le salaire d'une femme et d'un homme qui ferait le même métier. Mais Valérie Gauvin, elle fait pas le même métier qu'Antoine Griezmann. C'est pas pareil, c'est pas la même économie, c'est pas la même planète. Elle génère pas le même argent. Voilà. Le foot masculin, il est hors concours, mais on pourrait comparer le foot masculin avec les handballeurs, avec les basketteurs et dire c'est pas normal quand même. Mais c'était pas une raison pour pas décider que 60% de l'argent reversé par la FIFA. Mais parce que justement, c'est pas le même système économique. Comme ce n'est pas le même système économique, ça pourrait justifier. Pour le futur du foot féminin en France. C'était un geste. C'est les clubs qui doivent initier. Non mais ça suffira pas. Mais moi je te dis, t'es un mec qui t'entend ça. C'était symbolique quoi. Non mais t'es un joueur de l'équipe de France, voire capitaine, tu peux dire, on gagne quoi? 350 000 € si on est champion du monde, même si on donne à des fondations. On va lâcher 10-15% et on dit au président, vous le mettrez dans la cagnotte des filles. Ah ben non, mais ça c'est une condescendance invraisemblable. On va pas faire ça. Pourquoi c'est de l'aumône, c'est de l'aumône. C'est pas de l'aumône, puisque tu viens de dire qu'il gagne même pas 5 000 € par mois. C'est pas aux joueurs de le faire. Mais dis pas ça, bordel de merde. Tu veux que je te dise une chose, en rugby, j'ai déjà vu des mecs qui prenaient on met les primes ensemble. L'autre, il aurait pu en avoir plus, mais dis pas ça. 5 000 €, 3 500. Pour que ça ait du sens. Non, mais là, Enrico, pour que ça ait du sens, il faut que ça soit une volonté politique, pas de la charité des joueurs. Mais c'est pas de la charité, c'est une prise de conscience. T'es citoyen quand tu mets ton short. Mais non, arrête. Là, je suis pas. Non, je suis pas. Ils ne sont pas responsables de ça. Je ne te dis pas qu'ils sont responsables. Tu me parles de gestes. Pour moi, c'est pas de la condescendance. Moi, je suis dans un vestiaire. Je vois ça, je lis ça. À un moment donné, je peux être autour des mecs. Je dis bon, la fédération pourrait prendre en charge plus, donner plus. Là, tu fais la quête à la fin de la messe. C'est pas ça. Tu peux pas faire ça. Mais pourquoi tu lui demander s'il peut me donner un petit peu de sa prime? Mais oui, c'est la quête. Je pense pas, à mon avis. Eric parle de la générosité, vous parlez d'aumône, mais je pense que vous dites la même chose. Non, on dit pas la même chose. Moi, je dis que c'est pas aux joueurs de l'équipe de France masculine de dire tiens, si on donnait 10% pour les filles nécessiteuses. Non, tu peux pas faire ça. T'as vu le terme d'emploi, les nécessiteuses, les cudiates, les borgnes, les aveugles. L'autre, elle les court pas. Griezmann, c'est un champion. Non, mais ok, mes petits. Non, mais là, mes petits, fin et merci à Marlène Schiappa de nous avoir offert cette belle discussion. Mais je pense qu'elle peut faire mieux encore. Ah, écoutez. Algérie-Tanzanie, c'était un match comptant pour le groupe C. Dernier match de ce groupe pour l'Algérie. Je ne donne pas le résultat. Tout de suite, on passe par le petit raccourci, la case replay. Regardez, des pronoms ont été donnés dans la première partie, juste avant le coup d'envoi. On écoute. Algérie-Tanzanie, score final, Mélisande Gomez. 1-0. 2-0, Algérie. 1-0 pour Algérie. 1-0, 2-0. Pas tout de suite, vive l'Algérie. 3-0. 3-0.
troisième match, Vincent. Attention. Comme j'ai dit que c'était nul, 4-1. Très bien. Et enfin, Didier Roustan. Il reste un petit 3-1, je le prends. Ouais, il reste un petit 3-1, mais c'est le score final est de 3-0. Il est dans sa plus belle lumière. Regardez le modeste Bertrand Lato. Regardez, il a du mal. Regardez, J'ai rien fait. Non, mais on passe au sujet suivant. J'avais lu le match avant, il n'y a pas de mérite, 3-0. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On passe. Pas de souci. Ah bah, je vous mets pas de points, alors, si on passe au sujet suivant. Les gens voient, les gens savent. Je vous donne 3 points, mon petit Bertrand. On va regarder les images. Comment? Normalement, c'est 4. Non, ça va là, si c'était qualifié. Mais tu peux m'en donner un parce que je suis une fille. Absolument. Ah, merci. 3 plus 1, merci. Mélisande, vous venez de récupérer. Moi, je suis dans l'aumône. Voilà. Ce soir, l'Algérie domine la Tanzanie à la mi-temps 3-0 pour les Fennecs avec un Ounas magnifique, un doublé plus, une passe décisive. La passe décisive, c'est maintenant. Regardez pour Slimani. Slimani marque son 28e but comme Rabat Madjer. Et puis le show Ounas va commencer à la 39e minute. On va continuer. 39 minutes. Regardez, c'est magnifique. 2-0 pour l'Algérie. Et juste avant la pause, 3-0 pour l'Algérie avec ce doublé d'Adam Ounas. Ounas, c'est le remplaçant de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Je vous pose la question, Ounas, est-ce que c'est mieux que Mahrez actuellement? Vous m'avez tout de suite répondu, non mais vous n'êtes pas sérieux, Olivier? C'est vous qui l'avez dit. Non, mais voilà, j'ai pas. Oui. Non. Une année, on s'est demandé si Marine Martin c'était mieux que Zinedine Zidane. Ah, là, donc, pas possible. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Je veux pas dire du mal d'Adam Ounas. J'aime beaucoup ce joueur, mais Riyad Mahrez, par rapport à son vécu, à ce qu'il a prouvé, il joue quand même à Manchester City. Alors, il n'est pas dans le 11 à chaque fois, mais il fait partie des 13-14 joueurs qui jouent de manière très régulière. Ouais, là, pour moi, c'est quand même un peu prématuré, là. 36e minute, regardez le show Ounas, alors qu'il n'avait pas encore marqué, juste délivré une passe décisive. Vous allez le voir, une ouverture d'Abed pour Adam là. Franchement, il a du gaz là, dans un tournoi comme ça. Le coach doit se poser peut-être quelques questions, d'avoir un joueur en pleine bourre comme ça, non? Non, mais il ne se pose pas de questions par rapport à Mahrez. Non, mais il est remplaçant, Ounas peut amener de la vitesse, il a été très bon. Maintenant, Mahrez, il est plus fort dans les... Il a plus le tempo, on le voit, il va moins vite, mais il est très technique. Il est rentré, il a fait un super enchaînement en triangle avec 3 joueurs. Il apporte le danger, il a de l'expérience. Après, on peut se dire, est-ce que ces 2 joueurs pourraient jouer ensemble? Mais comme ils jouent au même poste, oui, mais est-ce que Ounas pourrait peut-être sur le front de l'attaque? Après, ils ont Slimani. Non, mais en tout cas, moi, j'ai l'Algérie, bon, il n'y avait rien en face. Oui, c'était Fantomas, Belfegor, mais en défense centrale. Mais je les ai trouvés bons dans la circulation, de la vitesse, de la triangulation, des joueurs techniques. Maintenant, il faut relativiser parce que les autres, les autres, ils étaient complètement perdus, quoi. Il n'y a pas de structuré. J'ai un petit truc à vous montrer parce que le grand match du premier tour pour l'Algérie, c'était contre le Sénégal. Absolument. Victoire 1-0. On va regarder la compo de départ de Jamel Belmadi. Je me suis aussi intéressé à la façon dont il avait concocté son attaque. Alors j'ai Belaïli à gauche, Mahrez à droite, là le poste où évolue Adam Ounas. Bounedjah en pointe, Felgouli en homme libre. Ce match d'Ounas ce soir, est-ce que ça pose un problème en se disant est-ce qu'on peut peut-être intégrer Ounas à ce 11 de départ ou pas? Pas du tout. Mais donc ils sont intéressants parce qu'ils sont faux pieds. S'il faut mettre un des deux sur un côté, on perd quelque chose, quoi. Donc non. Non, je dis pas non. Hein. Moi, je connais pas assez Belaïli. De temps en temps, on regarde l'Argentine. Di Maria, il joue à droite tout le temps en club. Il joue obligatoirement à gauche quand Messi est à droite. Ils ont fait ça toute leur vie. Et pourtant, Di Maria, je suis désolé, il préfère jouer à droite, rentrer pied gauche. Mais il n'a pas le choix. Moi, je dis pas c'est prématuré. Je pense j'ai pas assez vu l'Algérie. Donc, il a une organisation, des joueurs en plus qui sont bons. Je pense que Ounas, c'est le parfait impact player, quoi. Il y a un joueur qui a marqué des points ce soir dans son activité, dans son repli défensif, c'est Andy Delors. Qui est arrivé en sélection. On va avoir une action, toujours un corner. Alors on est à la... J'ai noté à la 54e minute. Regardez cette action avec un joli corner tendu de Adam Ounas et cette reprise de volée d'Andy Delors qui a marqué beaucoup de points peut-être ce soir. On verra, c'est la suite du tournoi et l'Algérie continuera avec un 8e de finale. Et Andy Delors dans le repli défensif, dans la débauche d'énergie, c'était plutôt pas mal. Bon mes petits, Adam Ounas, c'est pas mieux que Mahrez. La question n'est même pas d'être posée. Je reprends ma question. Sénégal contre Kenya. Le Sénégal se qualifie en battant le Kenya sur le score de 3-0. Vous allez voir le but d'Ismaïla Sarr, joueur du Stade Rennais à la 63e minute.
gardien, il y a un gardien. Mais derrière, il y a un enchaînement aussi quand même. Un super enchaînement. Sadio Mané avait raté un penalty. Eh bien, Sadio Mané va s'offrir un doublé à la 71e minute 2-0 pour le Sénégal contre le Kenya. Et puis Sadio Mané va convertir sa deuxième tentative sur penalty. 3-0 donc à la 78e minute. On va passer à Bravo Genesio. Bah, pourquoi Bruno Genesio se retrouve une nouvelle fois à la ligne de l'équipe du soir. Tanguy Ndombele proche de Tottenham. Info l'équipe, Hugo Delon nous révèle que Tottenham débourserait 72 millions pour engager le milieu de terrain. Il y a 3 semaines, l'OL vendait Ferland Mendy Oral pour 48 plus 5. D'accord, en 2 ventes, l'OM empocherait, mettre au conditionnel, 125 millions d'euros. Bruno Genesio, dans l'équipe le mois dernier, nous disait ceci. J'ai aussi participé au développement de joueurs qui ont rapporté beaucoup d'argent au club. J'ai rempli le deal, je n'ai pas fait le calcul, mais la balance commerciale était très largement positive durant mon passage. Alors le jackpot réalisé par l'OL est-il à mettre au crédit de Bruno Genesio? Il nous répond oui, il est face à vous, face aux Français qui aiment le sport, c'est Vincent Duluc. Vincent, vous avez 1 minute. Je suis tout seul. Non, ah non, vous pouvez avoir quelques alliés ici, le président, Bertrand, Eric. Il n'y a pas de duel, quoi. Les amis restent dans l'ombre. Vous avez 1 minute pour nous convaincre, 1 minute ou moins, on vous écoute. Mais en fait, je pense que c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on peut discuter, et on le fait, et on continue sur ce qu'il peut apporter collectivement, sur l'organisation offensive de Lyon, sur ce qu'il a réussi, pas réussi, l'équilibre, pas l'équilibre. Mais si on regarde sur la durée, et la durée, ça remonte à l'époque où il s'occupait du groupe Pro D2 sous Claude Puel, en fait, il a participé effectivement au développement de beaucoup de joueurs. Alors, dans un premier temps, c'était le développement des joueurs formés au club, qu'il avait dans le groupe, et qu'il a suivi ensuite quand il est devenu entraîneur pro. Et dans un deuxième temps, c'est le développement des joueurs qui arrivent en post-formation. Et quand on regarde réellement, 80% des jeunes joueurs qui sont venus à Lyon ont progressé d'une saison sur l'autre ou en 2 saisons. C'est très rare que quelqu'un ait stagné. Encore une fois, collectivement, c'est un autre débat. Mais je dis que dans l'épanouissement du joueur, et au fait aussi que les jeunes joueurs jouent à Lyon, mécaniquement, forcément, c'est quelque chose qui participe à leur épanouissement et à leur progression. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue et que c'est quelque chose qu'il a vraiment réussi dans son mandat. Moins de 5 secondes. Vincent a terminé. Vincent Duluc, vous êtes-il convaincu sur sa partie formateur et post-formateur? Compte Twitter de l'équipe du soir. Vincent, vous êtes-il convaincu? La question suivante, donc. Le jackpot réalisé par l'OL est-il à mettre au crédit de Bruno Genesio? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vincent, vous êtes au centre désormais de l'assistance. Et avez-vous convaincu vos petits camarades? Mélisande Gomez, c'est oui ou non? Oui. Oui. Eric, vous me dites si. En partie. Bertrand? Ce n'est vraiment rien de personnel, Vincent, mais non. Non. Didier? Genesio, on va en parler tout le temps, là. On va pas attendre qu'il soit dans un grand club et qu'il fasse ces trucs ou quoi, chaque fois, dès qu'il va y avoir un machin. Mais bon, pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous, c'est non? Non, ouais, c'est non. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que sur ces 2 joueurs-là, à mon avis, le prix de leur transfert est davantage le fruit du travail de de Florian Maurice qui, en amont, a choisi les bons joueurs, davantage que la transformation ou l'énorme progression de ces joueurs-là. En fait, et d'ailleurs, franchement, sur le cas de Mendy et de Ndombele, par exemple, moi, j'ai vu ces 2 joueurs-là, quand ils ont fait leur premier match avec l'Olympique Lyonnais, avec exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts que quand je les ai vus faire le match de la J38. C'est-à-dire que Ndombele, très rapidement, c'est un de ses premiers matchs face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Tu vois de suite capacité à transpercer les lignes, des fulgurances, les contrôles orientés, etc. Mais on voyait aussi. Joué à Ligue des Champions, par exemple. Mais on voyait aussi. Ni en équipe de France. Je le voyais également aussi sur la durée. Un peu en dilettante, pas forcément capable d'aligner sur des grosses périodes des matchs à 18 sur 20 ou à 16 sur 20, et Ferland Mendy, les sautes de concentration, etc. Et je les vois avec les mêmes défauts. Et pour moi, ils sont davantage recrutés sur leur potentiel que sur tout ce qu'ils nous ont déjà montré. C'est ce que tu dis est vrai. Ils ont davantage de références. Pourquoi ils n'ont pas été recrutés par Tottenham et par le Real à l'époque alors? Pourquoi c'est Lyon qui les a pris? Parce que évidemment qu'ils ont. Non, mais tu peux pas dire ils ont davantage d'expérience. Non, mais c'est mon avis. Je suis pas anti-Genesio. Voilà, c'est mon avis. Je pense réellement ça. Vous avez le droit de pas le partager. Mais je trouve qu'ils ont les mêmes défauts que quand ils sont arrivés. Ou en tout cas, la progression de Mendy et d'Ndombele ne vous sont pas aux yeux. Il y en a un qui sort du Harvard du football déjà. Donc en fait, c'est du tout cuit. Après, vous prenez un joueur du Havre, vous savez que dans la logique, il est au Real dans les 3 ou 4 ans. Mais il n'avait pas passé 8 ans au Havre non plus, Mélisande. Bon, commence pas à chipoter, Vincent. Déjà que j'ai dit que tu m'avais convaincu. Vincent, est-ce qu'on peut discuter
discuter de l'argument de Bertrand, la progression de Mendy et d'Ndombele ne lui saute pas forcément aux yeux pendant son passage à Lyon. Est-ce qu'il y a un peu de vrai, un peu de... Moi, je trouve que je trouve qu'ils ont progressé. C'est-à-dire que, alors, je m'en veux d'avoir pas assez insisté sur Flo Maurice, sur le recrutement de Flo Maurice. Évidemment que c'est pas le mérite de Genesio s'il y a 120 millions. Hein. C'est Flo Maurice qui les a pris, qui a négocié, voilà. Mais je parle juste sur la progression. Okay. Donc là-dessus, Fernand Mendy, c'est pas le même joueur. Et puis moi, Ndombele, c'est pas le même joueur non plus. Il y a quand même une différence. C'est un boom qui est arrivé d'Amiens. Alors c'est vrai que tu l'as vu faire peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison dernière au Parc. Ouais. Mais il a fait beaucoup d'autres matchs. Et il a quand même pris de l'envergure et de la régularité. Et c'est pour ça qu'il arrive en équipe de France. Aussi mécaniquement, parce que comme tu le dis, il jouait tous les 3 jours, donc tu progresses parce que tu es au contact de la Ligue 1, etc. Pour moi, il y a aussi ça. Mais je dis pas que Genesio ne savait rien. Mais pour moi, je dis juste que c'est un truc qui sait faire. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un truc qui sait faire. Après, la grosse partie du mérite, c'est à ceux qui l'ont recruté pour faire une grosse plus-value. Je pense. C'est sûr. Vincent, je n'étais pas tout à fait convaincu par Vincent. Il y avait quoi comme petit point de zone d'ombre? C'est surtout l'inflation des droits télé qui fait que maintenant tu as des joueurs à 70-80 millions. Là, c'est pas Genesio. Il y a 20 ans, le même joueur en vaut 15 ou 18. Donc, le travail post-formation, recrutement, oui, il est bon, mais Lyon a toujours vendu, a toujours formé. Donc, les autres entraîneurs qui étaient avant, moi, je les connais pas, chez les 15 ans, les 17 ans, font du bon boulot. Oui. C'est le club le plus structuré. Mais moins maintenant aux jeunes, faut quand même dire la vérité. Oui, ils sont que 4e cette année au classement des centres de formation. Oui, j'ai lu ça. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on dépense sans compter. L'argent coule à flot dans ce football. Et ce qui fait que là, tu me parles de 120 millions, 130 millions. Et là, Genesio, c'est là que je dis, il n'y est pour rien. C'est le système qui engendre ça. Peut-être, mais prends cette année, par exemple, les joueurs recrutés l'été dernier. Tu prends, par exemple, Moussa Dembélé. Dis-moi qu'il n'a pas progressé cette saison. Prends Léo Dubois. Dis-moi qu'il n'a pas progressé. Moi, je t'ai pas dit ça parce que je suis d'accord avec toi. Et prends, j'en oublie un, et prends Terrier. Dis-moi ils sont en équipe de France. Pas progressé. Ils ont été appelés par des gens, c'était des inconnus. Oui, mais Bertrand te l'explique. Ils sont dans un contexte, un environnement où ils ont certaines qualités. Ils ne peuvent que progresser. Dans tous ces contextes-là, les joueurs progressent. Est-ce que ces joueurs-là progressent partout, tout le temps? D'une manière générale, moi, Dubois, ce que j'ai vu de Dubois, je veux dire, je le voyais à Nantes, il faisait pareil. Et là, il est au contact. Mais bien sûr, enfin, moi, à Nantes, il faisait pareil. Sauf que là, il est au contact d'autres joueurs et dans un niveau supérieur et bien encadré. Et donc, il fait plus. Moi, si tu es entouré de meilleurs, tu feras toujours plus. Et au quotidien, effectivement, il y a une exigence, il y a quelque chose. Il joue avec des champions. Le gars à Nantes, il est peinard. Là, il y a une concurrence, il y a 3 arrière droits, et etc., etc. Et je pense que voilà. Moi, je rejoins Didier parce que, enfin, ma petite expérience, c'est que bien sûr, des entraîneurs te font passer des caps en fonction de ce qu'ils te disent, en fonction de leur qualité, de ce mais celui qui te fait passer des caps, c'est le mec qui est à côté de toi. Parce que plus tu joues avec des joueurs, alors faut-il encore monter ton niveau, mais c'est les joueurs autour de toi qui te font énormément progresser. C'est tout un environnement, c'est les joueurs et les grands matchs, etc. Le jackpot réalisé par l'OL est-il à mettre au crédit de Bruno Genesio? Vincent avait dit oui. Vincent, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Ah, c'est fini là? Bah oui, on a fait le tour de la question. Bah presque. Ah, pas totalement, Vincent. 49 à 50. C'est bien divisé. C'est bien divisé? Ouais, franchement. Comme on dit en rugby, c'est une défaite encourageante. Ok, ben ok. Rabiot à la Juve, Adrien Rabiot proche de la Juve, en tout cas il a signé, c'est officiel. Le milieu de terrain, on va regarder sa journée, a passé sa visite médicale, il est arrivé tout d'abord en avion, on y reviendra d'ailleurs, cet épisode-là de l'avion. Il arrive au club, coucou monsieur Rabiot, le temps de changer sa chemise. Chemise à la Rico Blanco de la Plata, c'est un hommage Eric. Voilà. Il est moins bronzé quand même. Voilà, un peu moins. Les petites électrodes. Et moins costaud. Et tout ça. Ouais. Et on parle d'un contrat de 5 ans, prime à la signature de 10 millions d'euros et un salaire annuel de 7 millions d'euros. Depuis le début de sa carrière, donc beaucoup ont loué le potentiel d'Adrien Rabiot, mais sa carrière a été marquée par aussi beaucoup d'états d'âme. Est-ce que Rabiot qui réussit à la Juve, est-ce qu'il y a, allez, pas un doute, un petit doute? Est-ce que vous avez un petit doute? Moi non, j'en ai pas. Qui a un petit doute sur ce plateau? Il lui manque. Enfin, je vois pas ce qui lui manque pour réussir à la Juve. La constance, la déjà, constance. parce qu'il faut qu'avec le PSG, on se fait une idée de Rabiot que tous les matchs, c'était un avion en réaction. Il y a 2 matchs qui ont marqué les esprits, et il y a eu... Le Real en 2015 et le Barça en 2016. Et dans le haut niveau de certains matchs, il y a des choses où il était complètement hors sujet. Et dans le championnat, d'une manière générale, c'était plutôt bien, mais c'était pas non plus, tu vois, c'était quand même une équipe qui domine largement son sujet, qui machin, après qu'il ait des qualités sans aucun doute. Mais parfois, à écouter tout le monde,
Il a quoi, 25 ans? Et j'ai l'impression que Rabiot, c'est... Non, mais c'est un vrai talent. Après, il y a la constance, il y a l'état d'esprit, il y a la capacité à se faire mal, à faire les efforts, dans un milieu qui sera très concurrentiel et dans un club où on ne fait pas d'état d'âme. En plus, il n'a pas été recruté, c'est pas Ndombele où on se dit il a coûté 70, alors lui il a coûté 0. Donc si jamais ça pose un problème, il joue pas. C'est très simple. Après, il a pour lui des dirigeants, et notamment un directeur sportif, qui adore son profil, et ça fait des années qu'il lui court après à la Juve. Le nom du directeur sportif, c'est Paratici? Ouais. Il y a eu des offres au PSG qui a fermé la porte systématiquement. Dès que ça a commencé à se crisper, il est entré dans la brèche en négociant avec la maman et tout. Ils veulent vraiment le joueur. Bien avant de décider de nommer Maurizio Sarri, ils voulaient Rabiot. Donc c'est un joueur en qui il croit énormément au club. Je suis pas sûr que Sarri, lui, soit le fan absolu. L'équipe du soir, c'est reparti dans une demi-heure. Le tirage au sort pour ce maillot, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. C'est ce soir qu'il faut le gagner. Il n'y en a qu'un. Conducteur de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Tirage au sort dans quelques minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à l'entour de minuit. Compagnie Didier Roustan, président de l'équipe du soir. Vincent Duluc, Bertrand Latour, Milian Gomez, Éric Blanc. Je vous avais promis de vous raconter une anecdote sur la journée de transfert d'Adrien Rabiot. La maman avait demandé qu'aucune caméra ne soit présente pour filmer son fiston. Histoire racontée par le journaliste italien Nicola Gallo. Lors de l'arrivée de l'avion et de l'ouverture de la porte, Véronique Rabiot a aperçu une caméra à proximité de l'avion. Elle a empêché tout le monde de sortir de l'avion jusqu'à ce que le caméraman s'en aille. Bah oui, mais les employés de la Juve qui accompagnaient l'ancien joueur du PSG ont tenté d'expliquer à la maman qu'il s'agissait en fait d'un caméraman du club venu filmer l'arrivée du nouveau joueur pour poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Malgré les explications, Véronique Rabiot ne voulait pas obtempérer. Il a fallu un coup de téléphone de Fabio Paratici, le coordinateur technique des Bianconeri, pour convaincre la maman et le joueur d'enfin descendre de l'avion. Il est arrivé le fils prodigue, donc il a signé un contrat de 5 ans à la Juve. Histoire compliquée à présent pour Rami, viré de l'OM, point d'interrogation, information Mathieu Grégoire, puisque l'OM a engagé une procédure disciplinaire contre le joueur Adil Rami. Une procédure disciplinaire engagée donc la semaine dernière. Le point avec Mathieu Grégoire qui est passé en fin d'après-midi. Dans l'équipe d'Estelle, ces déboires conjugaux avec Pamela Anderson ne sont pas à l'origine de ce qui lui arrive aujourd'hui. Écoutez-le. Effectivement, elle n'a rien à voir avec, directement avec les propos de Pamela Anderson qui annonçait une rupture brutale la semaine dernière. Là, il s'agirait en fait principalement dans le courrier qu'il a reçu impliquant une faute grave, d'un séjour à Fort Boyard en fait. Il a été tourné l'émission de Fort Boyard le lundi 20 mai, à un moment où il était blessé au talon après Toulouse-OM le week-end précédent. Et il aurait dû revenir normalement le lundi en soins, le lundi après-midi en soins à la commanderie à Marseille. Et il n'a pas eu le temps de revenir. Alors apparemment il avait quand même l'accord de son coach, donc il y a en tout cas un petit mystère sur ça, mais en tout cas le club estime qu'il aurait dû être là et non pas attendre le mardi. Il est revenu le mardi pour faire des soins et on sait qu'il n'a pas joué la dernière journée contre Montpellier. Rami avait prévenu son coach de l'époque, Rudy Garcia, je tiens à le préciser. Donc Rami sur le point d'être viré car il a participé à Fort Boyard. L'OM manque-t-il de classe avec Adil Rami? C'est quand même très, très léger, quoi. Ils veulent s'en séparer parce que c'est un gros salaire, parce que manifestement... 300 000 euros par an. Joueurs. C'est le troisième. Voilà. Alors ça, oui, pour le coup, ça manque de place. Tu sais, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. De toute manière, ça passera jamais, ça. Tu vois, devant les tribunes. Enfin, si, ça passera, mais ils n'auront pas gain de cause. Mais tu gagnes du temps. Voilà, ils gagnent du temps. Trois joueurs qui licencient comme ça. Il y a eu Bédimo et Michel, on n'a pas de nouvelles. Rod Fanny, parce qu'il avait fait une interview, soi-disant, il trahissait les secrets du vestiaire, alors que bon... Mitchell, il y a eu aussi. Bédimo, parce qu'il avait ouvert une académie en partenariat avec Montpellier, alors que l'OM était au courant au Cameroun, donc à chaque fois, c'est des prétextes un petit peu, voilà. On n'arrive pas à les vendre, on va quand même essayer de s'en débarrasser... C'est un peu à l'américaine. Evra licencié aussi. Evra, c'est différent. Il avait cherché un peu. Evra, à l'inverse des autres, il avait eu le droit à des mois de salaire. Enfin, c'était une résiliation à l'amiable. Hein. Mais Evra qui avait fait sans doute la faute la plus grave de tous. D'accord. Lui, il s'en est sorti un peu mieux. Ça tombait bien pour eux parce qu'ils s'en sortaient plus avec Evra pour plein de choses. Evra, ça se justifiait. Oui. De le licencier après ce qu'il avait fait. Ils ont plongé. Moi, je me souviens d'un rendez-vous que j'ai avec Papin. Dans Marseille, à l'époque où il était joueur. Mais dans les années 90, là. Voilà, oui, bien sûr. Il arrive un peu en retard.
Et il me dit, désolé, j'ai eu un problème avec un supporter, j'ai donné un coup de tête, il est tombé, voilà, machin, il me cassait les bonbons depuis le truc et tout. Ah, j'ai dit, ah bon, truc. Et puis je me suis renseigné après, tu vois, parce que papa, des fois, tu vois, il peut truc. Et il me dit, ouais, il y avait un machin ou quoi, il est sorti, il dit, tu as un problème, tu as un truc, boum, coup de tête, machin. Donc, et c'était un supporter de l'OM, donc c'est un peu comme Evra. Mais c'est Papin, si tu veux. Donc, je veux dire, Evra, ça tombait bien, il s'est mis dans une difficulté. Pardon? C'était pas pendant un match. Là, c'était un match de Ligue Europa. C'était pas pendant un match. Braga. Oui, mais ça reste quand même. Non, mais il y a les caméras. Il l'a pas mis par terre. Oui, d'accord. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si c'est le Papin de l'époque, devant les caméras du monde entier ou les machins, ou si c'est un joueur sur lequel il tombe, ils trouveront toutes les excuses du monde pour dire que l'entraîneur, machin. Pour dire à Rami, en fait, il y a quand même deux trucs qui sont choquants. Comme l'a dit un tweetos chez nous tout à l'heure, s'il est viré pour avoir participé à quelque chose qui est quand même malgré tout caritatif, c'est-à-dire qu'il va à Fort Boyard pour faire gagner de l'argent à une association. Ouais. Bon, déjà, c'est assez moyen. En plus, il a donc l'accord de son coach, parce que là, c'est évident qu'il ne fait pas ça sans le dire. Et ensuite, c'est juste parce qu'il coûte cher, qu'ils ont besoin d'argent et qu'il a fait une mauvaise saison. Bah oui. C'est-à-dire que s'il avait été bon et qu'il coûte moins cher, on lui reprocherait rien du tout. Donc, ça discrédite complètement le mobile. C'est ridicule. Et qu'en plus, c'est dans une période de trouble pour lui, puisque sa réputation a été entachée. Je ne sais pas ce que c'est passé dans sa vie privée, mais enfin, bon, on ne peut pas dire que ce soit très positif pour lui. En plus, c'est dans le timing pile. C'est dégueulasse, quoi. Je me souviens d'une interview de Pamela Anderson, son ex-conjointe, le 29 septembre dernier dans Le Parisien. Elle nous confiait ceci. Adil vient à Paris tous les soirs passer la nuit avec moi et repart chaque matin à Marseille pour s'entraîner. Adil Rami a-t-il fait preuve aussi cette saison d'un professionnalisme irréprochable? Est-ce qu'ils ont les glandes? Ils ont été un peu déçus à la fois de l'attitude et du rendement d'Adil Rami cette saison, qui a été une saison compliquée pour lui, post-Coupe du Monde, où on avait l'impression qu'il était plus vraiment là comme joueur de foot professionnel. De là, après, il y a un an, il gagnait la Coupe du Monde, il a rendu quand même énormément de services sur sa première saison marseillaise. Rami, c'était un des cadres de Garcia et tout lui était permis pratiquement. Et là, ils essaient de le mettre dehors parce qu'il est à Fort Boyard, alors que Rudy Garcia avait été prévenu, qu'ils avaient échangé des textos, en tout cas, c'est ce que dit le joueur. Ça fait un petit peu un retour un inversement de tendance assez radical, quoi. Ils ont besoin de vendre, ils n'y arrivent pas, alors voilà comment ils arrivent à économiser des salaires. Ok, Mercato Express, un petit détour du côté de la planète Mercato en 3 minutes chrono. Tiens, on l'a appris ce soir, Amel Majri prolonge à l'OL jusqu'en 2022. C'est très bien. Oui, très bien. Oui, elle reste avec nous. Elle a failli partir à Barcelone. C'est la seule vraie lyonnaise des lyonnaises. Elle a grandi à Vénissieux, elle est du coin, elle habite à 2 km du stade. Ça a un peu un sens pour Lyon. Et je sais que Gérard Rouillet a beaucoup poussé, parce qu'il estime que c'est la meilleure technicienne du groupe. Le plus gros salaire à l'OL, c'est 40 000 euros chez les filles. Les Françaises sont plutôt à 30 000. Elle était plutôt à 12 000. Je pense qu'elle a dû monter vers 25. Ok. Griezmann au Barça, la présentation devrait avoir lieu entre le 8 et le 10 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Doutez-vous encore du transfert de Griezmann au Barça? Non. Non. Ok. Gelson Martins, on l'a appris aujourd'hui, signé à Monaco pour 5 ans. Le Portugais a été prêté depuis le mercato de janvier, donc par l'Atlético Madrid. Est-ce que, c'est une excellente acquisition, c'était les débuts, là, il a fait des débuts fulgurants, ou un joueur très irrégulier, c'était plutôt la fin de la saison où il a complètement disparu des écrans radars? C'est bien. Sur la première impression. On reste sur la première impression. C'est une très bonne recrue pour l'AS Monaco. À un prix qui maintenant, vu la démesure, est plutôt acceptable. Il leur a fait beaucoup de bien. J'ai pas donné le prix, c'est combien? Je l'ai pas noté. Dans mon esprit, c'était 30, non? Ouais, on va me le confirmer. Mais voilà, 30, je trouve que c'est c'est ça. Je trouve que c'est une très bonne recrue pour l'AS Monaco, un peu de continuité. Lui va pouvoir s'installer à Monaco et faire une saison pleine. Je trouve que c'est très bien. Alors après, évidemment qu'il n'a pas réussi tous ses matchs, mais Monaco n'achète pas Lionel Messi. Par rapport à leur budget, c'est bien. C'est 30 millions, hein, c'est bien confirmé. Tiens, Paul Bernardoni prolonge à Bordeaux, mais retourne illico en prêt à Nîmes. Donc Bernardoni, c'est moins fort que Costil. Ouais. Non. Bah, je sais pas. Non, c'est pas moins fort. Je comprends pas Bordeaux. Je comprends pas Bordeaux. Mais... Pareil. Personne comprend. Jimmy Durmaz est à Istanbul pour signer à Galatasaray. Durmaz, c'est un joueur attachant qui quitte la Ligue 1. Il va vous manquer ou pas du tout? Non, je m'en fiche. D'accord. TJ Savanier passe de Nîmes à Montpellier. Ah voilà, un bon sujet. Le joueur signera aujourd'hui ou demain, dixit Laurent Nicolin, le président donc, du Montpellier Hérault. TJ Savanier est-il le concurrent de Florent Mollet? Où va-t-il jouer? Non mais TJ Savanier, il est plus bas. Il devrait jouer plus haut.
Il faudrait jouer plus haut que ça. Plus haut, plus haut que Montpellier. Plus haut, plus bas. Ah oui, mais sur la pelouse, il est plus bas que Mollet, donc c'est pas un problème. Mais il est devant la défense, quoi. Je suis déçu. Je suis content pour Montpellier parce que ça a du sens. Il vient de chez eux, c'est un gars du coin, il a tout. Mais je crois qu'il est comme ça aussi. Hein. Déjà, il ne veut pas partir loin. Et tout, mais j'aurais aimé savoir ce qu'un joueur avec un talent comme ça, un talent aussi singulier, mais plus haut dans un gros club, n'importe lequel, mais dans un gros club, même à l'étranger. Franchement, c'est le plus fort sur les coups de pied arrêtés. C'est le plus fort. Enfin, il a vraiment quelque chose. Il a un truc. Rico, écoute. Rico, je le connais pas. Voilà. Le multiplex de samedi soir, t'es jamais là, toi. C'est sûr. T'es au dancing à la croix, toi. Est-ce que vous voyez Busquets, un gars du Barça, là, Montégi Savanier, c'est deux crans dessus. Yacine Brahimi en route pour Arsenal. Arsenal vient-il d'acheter un joueur qu'il a déjà? Oui. Un peu. Disons que c'était... J'ai Lacazette, Aubameyang, Maitland-Nice, Iwobi, Welbeck. On rajoute un joueur de Brahimi. Ils sont plutôt sur Zaha d'ailleurs en ce moment. D'accord. Donc, mais Brahimi, je vois pas bien ce que ça peut le ramener. Ok, mais écoute. Et ben voilà. Dernière conversation de la soirée, nous allons filer à la case Jean Neymar. Ben oui, pour vous parler du feuilleton du transfert de Neymar. Le Jean Neymar du jour se nomme Javier Tebas. On le connaît, c'est le président de la Liga, du championnat espagnol, et il nous dit ceci. Je préfère que Neymar ne revienne pas au Barça. Nous voulons toujours attirer les meilleurs joueurs, mais dans le cas de Neymar, ce comportement n'est pas bon pour la Liga, car on ne parle que du joueur qui fait ceci ou cela. Nous avons beaucoup travaillé pour faire perdurer les valeurs de la Liga et nous ne voulons pas changer d'image. Neymar effraie-t-il désormais les décideurs? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un d'eux. Neymar effraie-t-il désormais les décideurs? Oui, nous dit un peu Bertrand Latour. Non, nous dit Mélisande Gomez. Vous m'intéressez, mon cher Javier Latour? Oui. Vous avez 30 secondes. Je ne sais pas si Javier Tebas c'est le mieux parler pour parler de Neymar, mais en tout cas sur le fond de ce qu'il dit, je trouve que c'est plutôt intéressant et ça s'entend avec vraiment toutes les qualités, le talent de Neymar. Si tu étais amené à le recruter, je trouve que maintenant il commence à y avoir quelques inconnus qui, pour la somme et l'investissement conséquent qu'il représente, méritent qu'on s'y attarde un petit peu, que ce soit sa fragilité physique, puisque maintenant c'est un joueur qui se blesse assez régulièrement, hélas, je le regrette, l'instabilité un petit peu de son entourage, sa condition mentale également, dans quel état d'esprit est-il? Pour ces raisons-là, pour investir 250-300 millions d'euros, il y a quand même quelques inconnus qui méritent qu'on s'y attarde. Mélisande Gomez, vous n'avez pas de doute. Enfin, en tout cas, vous répondez non. J'ai pas 30 secondes, mais c'est pas grave. Non, ne vous inquiétez pas, on va vous rajouter. Je sais pas si Javier Tebas, s'il donne une bonne image de la Liga. En tout cas, je pense que Neymar en donnerait une meilleure si jamais il revenait en Espagne. Je suis pas du tout d'accord. Il effraie personne. Il effraie surtout les défenses adverses, les adversaires. Si le Barça a envie de le recruter, c'est un joueur qu'ils connaissent. On parle de ses blessures, ça a été une blessure traumatique, hein, c'était pas une blessure musculaire, donc il s'est blessé à la cheville, ça a été peut-être pas très bien opéré, et s'il avait été à Barcelone, il ne l'aurait peut-être pas laissé au Brésil partir se faire opérer là-bas. Donc c'est un joueur fantastique et on oublie un peu trop souvent ça, quoi. Ah non, moi j'oublie pas ça. Hein. Ok. Il a répondu oui à la question suivante, c'est Bertrand Latour. Elle a répondu non, c'est Mélisande Gomez. Vous votez soit Bertrand, soit Mélisande. Sur le compte Twitter de l'équipe du soir, le président est amené à trancher. De quoi il se mêle, Tebas, chaque fois? Il a fait un cinéma terrible au moment où Neymar est arrivé au PSG, on n'entendait que lui. Maintenant, Neymar doit revenir. Ça y est, alors il dit totalement le contraire. Enfin bon, il trouve des trucs. Donc je vais dire Mélisande, il est insupportable, quoi. On lui demande rien, qui gère ses trucs, sa Liga espagnole, et puis voilà, quoi. Mais là, vous répondez pas vraiment à la question. Mais si. Il est pas d'accord. David Tebas, évidemment qu'il est énervant, mais sur ce qu'il dit, si tu as 300 bars à mettre, est-ce que tu te dis pas, mais encore une fois, moi j'adore le genre, je suis fan de lui, j'ai jamais... Déjà, ça sera pas 300 bars, ça c'est un chiffre... 250, mais s'achète qui d'aussi fort? Je conteste pas ça. Moi, c'est mon joueur. Je trouve que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en valeur absolue. Tout, y a aucun souci. Mais surtout, ce que j'ai essayé de développer, je vous ai pas convaincu, mais c'est pas grave. D'accord. Les mieux placés pour savoir si ça les vaut ou ça les vaut pas, c'est Barcelone. Ça, c'est encore un club espagnol qui n'a jamais connu Neymar, si tu veux. Quand on parle des décideurs, moi, je me suis extrait de Tebas. Les décideurs, ça peut être les décideurs du Barça, les décideurs du Paris Saint-Germain de le garder. Mais ce sont les acheteurs. C'est donc le Barça. Le potentiel vendeur de dire au PSG, bon, on en a assez vu et peut-être qu'on veut s'en séparer. Bon, les décideurs, je l'ai compris comme ça. Parce que la vraie question à ce prix-là, c'est que par rapport à tout ce qui lui tombe dessus, il y a des choses qui sont en suspens parmi celles qui lui sont tombées dessus. L'accusation de viol. Par exemple. Par une de ses compatriotes. Ça pose cette question, c'est est-ce que le meilleur de Neymar est encore à venir?
Est-ce qu'on a déjà vu le meilleur Neymar ou est-ce qu'on va voir plus tard le meilleur Neymar ou est-ce qu'on va voir plus tard sera aussi bien que ce qu'on a vu? Donc là, c'est la question que se pourraient se poser les décideurs. Mais c'est ça la question. Ah ouais. Elle est là la question. Parce que le Barça veut le faire revenir, c'est par nostalgie, c'est pas parce qu'il a vu depuis 2 ans. Quand il joue, quand il joue, il est excellent, bien sûr. Mais combien de temps dans une saison? Est-ce qu'il est fantastique 10 mois par saison? C'est son 5e métatarse qu'il a. Est-ce que l'année prochaine, son 5e métatarse va pas revenir? Mais non, moi je pense que. Ah mais tu penses pas, oui, mais à 250 millions d'euros, faut pas trop penser, il faut être sûr quand même. Mais moi j'ai le droit d'avoir un peu d'argent de côté. Rico Blanco, il a raison Vincent de se dire est-ce qu'à 27 ans, mais intrinsèquement, il a du talent. La seule maison où il peut revenir, je l'ai dit, c'est de revenir dans son mariage qui a été une réussite quand il était à Barcelone. C'est une réalité. Aujourd'hui, le mariage avec le PSG, c'est comme un mariage raté. Le beau-père dans la piscine, les musicos ne viennent pas. Lui, il s'est pété 2 fois au bon moment. Non, mais il s'est pété 2 fois pour faire passer un cap en Ligue des Champions. Mais non, mais vous me dites sans arrêt, il faut le garder. On voit le beau-père. Là, on voit plus Neymar, on voit le beau-père. Neymar, c'est pas d'âge, le beau-père. Le mariage complètement coulé. Je te dis, si tu veux revoir... Les musicos sans J7 sur l'air d'autoroute, c'est pas très bien. Si tu veux revoir un Neymar heureux, étincelant, avec Messi, Suarez et pourquoi pas Griezmann, il faut qu'il revienne. Il y a 2 ans, il était plus heureux et il était à Barcelone. Non, il est parti pour 24 millions à 37. Messi est à 50. Il est parti pour le pognon. Des grands joueurs ont dit, tu fais une erreur. Sportivement, ça va être une cata. Moi, je me disais, tant mieux pour le PSG. On jouera sans lui. Mais mal. Eric, écoute. Merci. 62 à tes couches, c'est ça. C'est drôle ça. J'en sais rien moi. J'entends un petit. Mais c'est mon jingle mais depuis 2-3 ans maintenant. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques années ça, il avait découvert son propre jingle en direct qu'il avait depuis 10 ans. C'est vrai. Il nous a fait le coup un jour. Il me disait, mais vous pourriez passer le clan des Siciliens. Oui, mais ça fait depuis le début. Il est là, monseigneur. Oui, il avait fait ça en direct, on était mort de rire. C'est génial. Allez mes petits, c'est le maillot du Paris Saint-Germain. Didier. C'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là? C'est pas celle-là. C'est pour gagner le maillot. C'est celle-là. C'est celle-là? Elle revient de loin. And the winner is... Neymar. Un maillot du PSG pour Neymar. Cyril Anita. Ou Anita Cyril ou Cyril Anita. Voilà, c'est pour vous, mademoiselle ou monsieur. Juste, on a le temps de faire un petit quiz Adrien Rabiot qui a été transféré aujourd'hui à la Juve. En 2012, âgé de 17 ans, pour quelle raison aurait-il refusé de se rendre à un stage de pré-saison au Qatar? On est en 2012. Il est âgé de 17 ans. C'était la fête des mères. C'est pas la fête des mères, non. C'était l'anniversaire de Neymar. Sa grand-mère était et agent ne pouvait l'accompagner. À l'aéroport ou au Qatar? Elle n'avait pas le droit, quoi. Elle n'a pas le droit. D'accord. On me dit salut. Quel quiz. Dire ce quiz. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ma mère qui gagne, c'est pour ça? C'est moi qui paye à boire et en plus, vu que ce soir c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Et il y a une soirée. Une soirée? Bien sûr. Mais vous allez régler la note de la soirée. C'est le patron qui s'en occupe. Moi, je me séparer, je me casse. D'ailleurs, vous me devez toujours un peu d'argent. Absolument. Je vois pas. On vous embrasse, mes petits. Demain, première demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et les États-Unis. Je ne suis plus le football. Depuis que la France a été éliminée, vous suivez plus, vous êtes complètement débranchés. Je porte le deuil de l'équipe de France. On vous embrasse. Et on vous dit à demain. Ciao.